Mes chers collègues, je vous propose de vous installer, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue en votre nom à tous à notre nouveau directeur général des services, Gilda Costa. Je me réjouis de l'accueillir au département dans notre collectivité qu'il connaît déjà très bien. Je tiens également à saluer notre payeur départemental, Jean-Paul Prost, qui va nous quitter ce mois-ci. Je lui adresse tous nos remerciements pour son travail et lui souhaite bon vent pour les nouvelles missions qu'il a acceptées. Je voudrais saluer aussi le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le colonel Sellier. Vous priez d'excuser Annick Jacquemet, dont les obsèques de sa maman auront lieu demain. Donc nous avons une pensée particulière pour Annick aujourd'hui. Ce sont des moments difficiles. Donc au nom de la collectivité, bien entendu, je lui ai adressé, et vous l'avez fait à titre personnel, tous nos encouragements dans cette période difficile, et je me rendrai personnellement aux obsèques demain, donc à Strasbourg, pour représenter la collectivité. Et si d'autres veulent venir, bien entendu, nous ferons du covoiturage les uns et les autres. Et puis, je me dois d'excuser aussi Michel Viennet. Alors, ce matin, nous allons examiner deux rapports importants. D'une part, l'étude réalisée par la Chambre régionale des comptes sur notre collectivité, et d'autre part, le débat sur les orientations budgétaires. Débat suivi pour la première fois d'un vote. Il s'agit d'un rendez-vous important dans la vie d'une collectivité. Ce premier débat sur les orientations budgétaires du mandat a vocation à vous présenter, dans un esprit de responsabilité, les grands principes qui structureront notre budget. Ce cadre budgétaire nous servira de base pour débattre ensemble des politiques à mener dans l'intérêt des habitants du Doubs, car ce cadre fixe nos possibilités d'action. Ce cadre traduit l'esprit de notre projet, allié réalisme financier et volontarisme politique. Nous devons agir au mieux de nos compétences et de nos ressources pour répondre aux défis de notre époque. L'argent public devient rare, les attentes des Français sont fortes. Le monde bouge et notre collectivité rencontre de fortes contraintes. Mais rien n'est insurmontable. Nous devons être avant-gardistes et innovants pour répondre à ces difficultés. Nous devons aussi donner de la cohérence à l'action départementale et la structurer autour d'un cap qui soit clair. Ce cap, c'est celui des solidarités humaines et territoriales. Ces solidarités donnent sens et perspective à nos politiques. Ces solidarités nous permettent d'agir sur un vaste champ afin de créer un lien entre nous. Ces solidarités nous invitent à rester plus que jamais des élus de proximité, au contact de toutes les réalités. Pour des responsables publics, quelle belle et noble mission. La société dans laquelle nous vivons produit de l'exclusion et appelle de l'entraide. Inactifs, chômeurs, handicapés, personnes âgées, jeunes privés de ressources et dépendants de leurs parents. Tous, un jour, nous avons connu ou nous connaîtrons une de ces situations. Dans chacune d'elles, le département sera présent. La société dans laquelle nous vivons réclame une égalité de traitement des territoires.
communes rurales, périurbaines, isolées des services publics ou mal desservies. Tous, nous savons l'importance d'un environnement sain et d'un développement équilibré. Là aussi, le département sera présent. Les solidarités, c'est l'essence même d'une société. D'abord, un devoir dans la société traditionnelle. Elles sont devenues un droit dans la société démocratique. Ces solidarités font le trait d'union entre les générations, entre bien et mal portants, entre actifs et inactifs. Notre département poursuivra cette mission en s'employant à s'assurer, à rassurer, à protéger, à accompagner du début jusqu'à la fin de vie. Nous revendiquons cette mission avec fierté, la fierté d'agir pour le bien commun, la fierté de ne laisser personne au bord du chemin. Nous tiendrons ce cap des solidarités. Nous nous en donnerons les moyens en alliant réalisme financier et volontarisme politique, c'est-à-dire en partant de notre situation pour fixer les grands principes du mandat et des principes ambitieux. Notre situation est d'abord caractérisée par des contraintes fortes. Jamais nous n'en avions connu de plus importantes au département. En période de crise, ces contraintes nous rappellent quelle part nous prenons à l'effort national exigé des collectivités. Part d'autant plus importante que nous faisons face au double coup du désengagement de l'État et des conséquences sociales de la crise. Un désengagement de l'État qui se poursuit et frappe toutes les collectivités, de la commune rurale au conseil régional. Cette mesure nous fait perdre 123 millions d'euros entre 2014 et 2019. Alors même qu'en 2016, pour la première année, nous ne toucherons aucune compensation financière de l'État. Ces mesures sont évidemment liées au contexte économique national, c'est-à-dire à la situation des finances de l'État et surtout à l'augmentation du chômage. Chômage à son plus haut niveau historique. Les solidarités sont un baromètre de la santé économique. C'est vous dire la hausse du nombre de bénéficiaires d'aide du département, notamment du RSA. Ce RSA impacte fortement notre budget. Depuis 3 ans, il a connu 30% de hausse dans le Doubs, soit 5,6 millions d'euros supplémentaires en 2015. Les contraintes nationales ne s'arrêtent pas là. Je pense à la crise migratoire, un surcoût pour le département qui s'explique par la politique du gouvernement en matière de gestion des flux et des frontières et qui ne mobilise pourtant aucune compensation financière de l'État, ou si peu. Notre département connaît également des difficultés qui lui sont propres. Une nouvelle baisse des recettes au titre des fonds de péréquation de 4 millions d'euros en 2016. L'obligation d'appliquer la loi Peillon de 2013 sur le déploiement du numérique dans les collèges. Une réforme au coût très important et sans compensation de l'État, malheureusement absente des 2 budgets précédents de notre département. Mais surtout la dette dont nous héritons, une dette passée de 20,2 millions d'euros en 2004 à 274,4 millions d'euros 10 ans plus tard. Ces contraintes nous menacent d'étranglement avec moins de recettes et plus de dépenses. Cette situation, chers collègues, vous la connaissez. Elle vous a été exposée en octobre dernier en commission permanente. Poursuivons, et c'est l'impasse budgétaire dès 2017. Ce scénario, nous l'éviterons en prenant les décisions qui s'imposent. La Chambre régionale des comptes ne nous dit pas autre chose dans son rapport. Elle qui souligne dans le Doubs un niveau d'investissement inférieur à la moyenne des autres départements, ce qui surprend vu la dette, ce qui prouve surtout
le besoin de clarifier l'action départementale. Je m'y emploierai. C'est aussi la recommandation de la Chambre régionale des comptes. À nous d'utiliser la loi NOTRe pour procéder à ces changements indispensables. Certes, cette réforme nous fait perdre 40 millions d'euros de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, notre dernière recette dynamique. Cette réforme nous force aussi à nous recentrer sur nos seules et uniques compétences. Même si les solidarités territoriales autorisent le financement d'opérations à périmètre variable, le sauvetage de notre investissement est au prix de ce recentrage autour d'un axe clair. Il apparaît indispensable de définir un cadre rigoureux au service de notre action. Ce cadre budgétaire reposera sur 4 grands principes. Nous nous y conformerons dans la construction de nos budgets. Ces principes détermineront à l'avenir toutes nos prises de décision. Beaucoup de collectivités ont fait le choix d'augmenter les impôts de leurs administrés pour trouver des ressources compensatoires. Nous-mêmes, nous savons la facilité que cela représenterait et le bénéfice financier que nous pourrions en tirer. J'ai souvent entendu qu'il suffit d'augmenter les impôts la première année de mandat, car c'est l'année la plus opportune politiquement. Il ne reste après qu'à stabiliser les taux avant les élections. Je refuse cette idée et celle de ponctionner encore plus les habitants du Doubs, tout spécialement ceux qui investissent. Il serait indécent de créer une variable d'ajustement qui pénalise à nouveau l'activité et la consommation. C'est pourquoi nous n'augmenterons pas les impôts. À périmètre constant, le taux d'imposition sur le foncier bâti restera donc intangible sur tout le mandat. C'est un engagement fort. Nous mettrons en place des politiques innovantes et plus efficientes plutôt que de faire payer à la population les efforts qui sont exigés de nous. Ces efforts, nous savons qu'ils présentent un risque d'explosion de la dette. Surtout que recourir à l'emprunt, c'est aussi faire des choix qui engagent le département pour son avenir. L'endettement actuel nous a coûté 24,1 millions d'euros en 2015, dont 9 135 382 euros pour le paiement des seuls intérêts. Nous avons engagé des négociations avec des organismes bancaires afin de réduire cette somme. Je veux tirer les leçons du passé, où l'explosion de la dette répondait certes à une volonté politique, mais menaçait notre avenir en le sacrifiant au présent. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais malgré les difficultés et les contraintes, nous assurerons la maîtrise de la dette. Tout sera mis en œuvre pour tenir le département loin du surendettement, avec une capacité de désendettement en deçà de 10 ans et au maximum 12 ans. Nous devons donc résoudre notre équation budgétaire par une baisse de nos dépenses en mobilisant l'innovation politique, l'innovation sociale, technologique, territoriale. Nous réduirons les dépenses d'administration. C'est un impératif. Nous devons le faire et mettre en place une administration encore plus efficiente. Nous devons réaliser des gains de productivité à tous les niveaux. Mais nous devons le faire en accompagnant les mutations et les agents. Cette préoccupation figure au cœur du projet d'administration qui suivra la présentation du projet de mandat. Je sais tout l'investissement des agents du département dans leur mission de service public. Leur expertise, leur proximité avec les territoires et la population. Nous avons besoin de chacun d'eux pour améliorer le pilotage de la performance et la recherche d'économies. Nous serons vigilants sur les dépenses d'intervention. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense notamment aux allocations de solidarité. Nous renforcerons
les contrôles en priorité au moment de l'ouverture des droits, car c'est d'abord là que nous pouvons agir efficacement. Nous serons aussi vigilants vis-à-vis de l'État sur le RSA. Plusieurs départements se retrouvent dans l'impasse budgétaire dès cette année en raison de l'explosion de leur nombre d'allocataires RSA. Avec mes collègues présidents de département, nous avons engagé des négociations pour obtenir de l'État les ressources nécessaires, négociations qui se poursuivent toujours et nous devrons avoir une réponse normalement avant le 31 mars. Nous demandons à l'État d'actualiser les ressources transférées au département. L'intérêt général le commande. Autant nous ferons face au contexte contraint que nous connaissons, autant la forte hausse du RSA et ses conséquences doivent mobiliser l'État pour le compte duquel, je le rappelle, nous agissons. Si nous faisons tous ces efforts sur les dépenses de fonctionnement, c'est pour soutenir notre investissement, c'est pour donner un sens aux efforts auxquels nous consentons. Nous mettrons la priorité sur l'investissement. Notre stratégie financière doit nous permettre de proposer le programme le pluriannuel d'investissement le plus ambitieux possible sur l'ensemble du mandat. Des investissements ambitieux et cohérents avec les missions du département pour un volume total de 320 à 300 millions d'euros sur le mandat. Nous mettrons l'accent sur la mobilité qui permet d'agir concrètement en faveur de la population et des territoires. Cette mobilité, c'est bien sûr les routes, c'est aussi le numérique et le déploiement du très haut débit. Nous souhaitons avoir un effet levier sur le territoire par ces investissements, développer des projets d'avenir, de nouveaux services à l'usager et soutenir ainsi l'activité des entreprises locales. Mes chers collègues, soyons bien conscients de nos contraintes avant de fixer un cadre budgétaire. Je vous propose de poursuivre ce débat sur les orientations budgétaires avec à l'esprit notre situation actuelle et le rapport de la Cour des comptes. Soyons réalistes et volontaristes. C'est pourquoi je vous invite tous à valider les grands principes que je viens de vous exposer. Nous n'augmenterons pas les impôts, nous maîtriserons la dette, nous travaillerons sur notre fonctionnement, nous mettrons l'accent sur l'investissement. Nous ne ferons pas d'entorse à cette règle. Ces principes montrent bien comment nous entendons aller de l'avant, par la recherche d'efficience et de cohérence. Le budget primitif de mars découlera de ces principes conformes à notre projet de mandat. Ce projet vous sera présenté à la prochaine session de mars. D'ici là, je reste à l'écoute des élus départementaux. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution au projet. Comme je m'y étais engagée, je recevrai donc les représentants de la minorité le 24 février en présence des présidents de commission. Nous aurons ainsi l'occasion de vous associer et de partager ce grand projet pour demain. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, mes chers collègues, à l'ouverture de cette séance, notre groupe s'associe à la peine de notre collègue Annick Jacquemet et nous tenons à l'assurer de notre soutien suite à la perte de sa maman. Nous pensons aussi à Loïc Fèvre, décédé accidentellement lundi dernier à l'âge de 27 ans sur l'exploitation familiale à la Longeville. Nous saluons son engagement dans le syndicat des jeunes agriculteurs, dont il a assumé la présidence pour le canton de Montbenoît durant 2 ans, et son implication dans la profession agricole. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille et en tout premier lieu à sa compagne. Si les condoléances ne sont pas de mise pour ce départ, les regrets sont là bien sincères, à voir Pascal Brenière nous quitter prochainement puisque je l'ai appris. Certes, nous nous réjouissons pour lui de sa mobilité vers la ville et l'agglomération qu'il a choisie,
mais avec lui, après les départs du directeur des ressources humaines et de son adjointe Nathalie Campenay, c'est de la connaissance fine et personnelle, mais si importante, de chaque agent de notre collectivité dont nous devrons nous passer. Et nous avons pu mesurer ses compétences au cours des années à travailler ensemble. C'est un bon directeur général que le département perd aujourd'hui. Que de changements en quelques mois à la tête des services. Aussi, pour terminer ce préambule par quelques notes plus positives, nous souhaitons la pleine réussite à Gilles Dacosta à l'occasion de son retour dans la collectivité départementale. Nous avons pu vérifier ses qualités professionnelles durant les quelques mois où il a servi, et bien servi, notre majorité nouvellement acquise en 2004. Nous ne doutons pas que l'expérience et les compétences développées dans des fonctions de plus grande ampleur, à l'INET, au CNFPT et enfin à la région, au service de Marie-Guide Dufay et son équipe, seront précieuses pour accompagner le département dans la période délicate que vous venez de décrire. Nous souhaitons également pleine réussite à Jean-Paul Prost dans la suite de sa carrière. Nous adressons enfin nos félicitations républicaines à Sylvain Ducret, directeur adjoint du cabinet, qui a été élu samedi maire de la commune d'Ornans-Bonneval-Prieuré et succède ainsi à Jean-François Longeau, qui fut ici notre collègue. Madame la Présidente, depuis votre élection le 2 avril dernier, vous avez maintes fois soutenu que pour 2015, ce serait le budget élaboré par la majorité précédente qui s'appliquerait et revendiqué le fait de vous donner du temps pour élaborer votre projet. De ce point de vue, vos engagements auront été tenus, au-delà même de toute espérance. Aussi, cette première assemblée départementale de l'année 2016 me paraît-elle constituer un rendez-vous majeur. Pour vous, avec ces orientations budgétaires, l'heure des choix a sonné, même s'il faudra encore patienter jusqu'au 21 mars pour connaître le projet de manière précise et détaillée. Pour nous, notre gestion s'achève, validée par les magistrats financiers et indépendants, je le souligne, j'y tiens, de la Chambre régionale des comptes. À cet égard, pouvons-nous suivre les conseils de notre collègue Pierre Simon en session du 14 décembre dernier, lorsqu'il invitait avec raison à travailler ensemble, à appliquer le discours de responsabilité, de rassemblement, d'unité, et reconnaître ainsi qu'objectivement, c'est un bilan tout à fait honorable et même, disons-le, un satisfecit que délivre la Chambre à la gestion de Claude Jeannereau et de son équipe, et nous en tirons fierté. D'abord, elle rappelle que le DOUS était inscrit dans une démarche de projet, et dans un effort, c'est un lapsus peut-être révélateur, et dans un effort constant d'évaluation et de modernisation de l'action publique. Ensuite, elle confirme les efforts de gestion et la recherche permanente d'économies que nous avons engagées. Pour ce faire, elle analyse tout particulièrement les deux plus gros postes de dépenses, d'une part les ressources humaines, avec la baisse des effectifs, d'autre part les solidarités, où des politiques innovantes sont soulignées, démontrant que nous avons su nous extraire des seules logiques de guichet. Ainsi, la Chambre souligne la politique d'insertion favorisant l'autonomie et rejetant, à contrario, l'assistanat, la priorité donnée à la prévention en matière d'enfance, évitant ainsi des dépenses supplémentaires, et l'amélioration des taux d'équipement en faveur des personnes âgées et handicapées, de même que l'efficience du maintien à domicile avec les CEPOM. Cette maîtrise du fonctionnement, tout secteur confondu, la Chambre cite également la communication et les relations publiques, permettent ainsi à notre département de dépenser 5% de moins que la moyenne nationale. Ces efforts de gestion sans précédent ont été également appliqués à nos recettes, ce que relève la Chambre lorsqu'elle salue la rigueur entreprise sur le recouvrement des indus RSA et sur la récupération de l'aide sociale en hébergement. Ces impératifs de gestion que nous nous sommes fixés s'inscrivaient par ailleurs, faut-il le rappeler, dans une politique active de solidarité, comprise non comme une politique d'assistance, mais comme une politique active et volontariste, visant à redonner à chacun de ses bénéficiaires autonomie et dignité, à rechercher toujours leur meilleure insertion dans la société. Enfin, la Chambre insiste sur le contexte national à fort impact sur les finances départementales. La crise économique, les difficultés sociales, les réformes de la fiscalité locale conduisent en effet à un effet ciseau entre les dépenses qui progressent et les ressources qui diminuent. La Chambre note ainsi qu'en raison du caractère industriel de son activité économique, le Doubs fut perdant à la suite de la suppression de la taxe professionnelle.
Cette mesure, s'ajoutant à la réduction du levier fiscal, à des nouvelles recettes dépendantes de la conjoncture comme la CVAE et aux conséquences de la crise de l'industrie automobile, ont conduit à une détérioration du taux d'épargne en 2013, reconstitué ensuite grâce aux mesures exceptionnelles accordées par le gouvernement. La Chambre constate qu'en dépit de ce contexte particulièrement contraint, le DOU s'est doté de grands équipements structurants et préparant l'avenir. SDIS, collège, aménagement numérique. Même si les dépenses d'investissement ont été adaptées à la baisse ponctuelle de sa capacité d'autofinancement, et il est vrai qu'en début de notre prise de responsabilité, nous envisagions 100 millions d'investissements par an. Je vous ai entendu parler de 320 pour l'ensemble du mandat. On est bien à des investissements possibles quasiment divisés par 2. Cette question ça a permis donc un endettement, c'est écrit à la page 90, un endettement maîtrisé et une amélioration de la capacité de désendettement. Cette question de l'endettement mérite qu'on y revienne au cours des échanges ce matin pour ne pas que s'installe un faux débat entre nous. Cela suppose que vous acceptiez de mettre en pratique les recommandations du Benjamin de notre Assemblée que je rappelais au début de mon propos. Régulièrement, l'augmentation de la dette nous est opposée par certains collègues de la majorité comme le fruit d'une gestion inconséquente. Mais, en plus de souligner que le département n'avait souscrit aucun emprunt toxique, ce qui n'est hélas pas le cas de toutes les collectivités du Doubs, il est utile de rappeler 2 points. Notre département comptait un retard significatif en matière d'équipement, notamment pour l'accueil des personnes âgées dépendantes, et le parc de collèges souffrait d'un manque d'investissement criant. Si nous avons emprunté dans des proportions importantes, mais qui demeurent maîtrisées, c'était justement pour pallier ces constats. Autant de travaux qui sont réalisés et auxquels, si nous ne l'avions fait, vous n'auriez pu vous soustraire, notamment en raison des contraintes d'accessibilité que nous avons traitées par anticipation. Et si vous n'avez pas voté les budgets lorsque vous étiez dans notre opposition, il ne me souvient pas que vous vous opposiez au programme de travaux proposés. Souvent, la minorité d'alors en aurait même souhaité davantage. Et puis, certains des choix de dépenses que nous avons faits n'avaient d'autre but que renforcer l'attractivité de notre département, donc son activité économique, et ceci en découle le pouvoir d'achat des habitants et les recettes de la collectivité. Je citerai pour mémoire le pôle muséal Courbet et les aménagements touristiques réalisés dans le Haut-Doubs. Avouez que ce n'est pas rien, et que ce qui constitue notre dette peut aussi se lire de façon beaucoup plus positive. Une formidable période d'investissement au service du territoire, de ses habitants, de ses entreprises. D'ailleurs, alors que vous n'avez de cesse de dénoncer ces 274 millions d'euros de dette, vous affichez dans ces orientations budgétaires un objectif de 318 millions en fin de votre mandat. Après ce retour sur notre gestion, nous aborderons les orientations budgétaires que vous proposez pour notre département. Pour notre part, et je le dis sans ambiguïté, nous partageons le constat qui est fait dans la première partie de vos orientations budgétaires dédiées au contexte économique, institutionnel et financier. Oui, les départements sont dans une situation budgétaire pour le moins tendue et délicate, un tiers d'entre eux risquant même l'impasse dès 2016. Oui, nous savons pour l'avoir vécu que chaque année, la construction d'un budget est un exercice toujours plus périlleux parce qu'il faut intégrer des contraintes supplémentaires. Oui, mes chers collègues, nous sommes d'accord, nous l'avons toujours dit, avant 2012 comme après 2012, nous n'avons pas de double langage. J'observe à contrario qu'en faisant porter la seule responsabilité de la situation au gouvernement actuel, souvent vous ne parvenez pas à vous extraire de logique partisane. De grâce, ne restons pas cantonnés à une vision manichéenne des événements. Car, sauf à être de bien mauvaise foi, comment nier que les difficultés ayant conduit à dégrader les équilibres financiers des départements trouvent leur origine d'abord dans l'acte 2 de la décentralisation de 2006, qui a accru les compétences des départements sans les ressources correspondantes. Ensuite, avec la crise économique de 2008 et son effet ciseau. Enfin, avec la réforme fiscale de Nicolas Sarkozy, qui a supprimé la taxe professionnelle et affecté la seule taxe sur le foncier bâti. La Chambre, je l'ai dit, l'a largement souligné.
Ce n'est pas entretenir une polémique vaine que de le dire, c'est tout simplement rappeler des faits aujourd'hui avérés. Admettez avec moi aujourd'hui qu'ils ont leur importance, ne serait-ce que parce qu'ils justifient pleinement nos choix de gestion qui vous permettent d'hériter d'un département en ordre de marche, comme le confirme aujourd'hui le rapport de la Chambre régionale des comptes. Je crois que si on veut bien faire preuve d'une honnêteté intellectuelle sans faille, alors nous partageons unanimement ce constat. Cette saine gestion nous permet de ne pas être dans les 30 départements qui, selon le cabinet Klopfer, seront dans une situation d'impasse budgétaire dès 2016. Par contre, nous serions dans les 60. Mais comment pourrait-il en être autrement puisque tous les départements seront alors concernés à connaître des difficultés en 2017. Prudent, Michel Klopfer juge toutefois possible que l'année 2016 constitue un pic dans les dépenses de RSA et que celle-ci diminue. C'est ce qu'il fallait lire dans la Gazette, sur la Gazette.fr du 20 janvier. Parallèlement, on peut aussi supposer une amélioration de nos recettes. À cet égard, nous souhaitons connaître le montant des droits de mutation réellement perçus en 2015 par rapport aux 46,1 millions inscrits au BP. Quelques millions d'euros complémentaires permettraient d'aborder 2016 de manière plus sereine. À ce sujet d'ailleurs, permettez-moi de renouveler ici la question que j'ai posée en commission sans y obtenir de réponse précise. Le chiffre qui représente la recette des DMTO doit à cette période de l'année être relativement stabilisé. Or, vous en faites encore mystère dans cette séance d'orientation budgétaire. Pouvez-vous confirmer ce que nous pressentons, à savoir une bonne surprise qui pourrait abonder nos recettes de 8 à 10 millions d'euros? Vous observerez, Madame la Présidente, que je vous parle finance alors que je préférerais vous parler politique. Pourtant, je l'ai constaté pas plus tard que samedi dans le bref échange que nous avons eu à l'issue du Conseil syndical du SMO, nous partageons le même point de vue. Comme nous en convenions samedi, les OB ne sont pas un pré-budget, elles portent leur essence dans leur dénomination même, des orientations qui tracent une ligne politique que le budget devra ensuite traduire en actes comptables. Avec toutes les difficultés que cela implique, notamment face à ces incertitudes budgétaires qu'encore une fois nous partageons pour les avoir subies. Vous présentez, en deuxième partie des OB, une stratégie qui s'inscrira, dites-vous, en rupture avec les tendances passées, en prenant des mesures très fortes. Mais où se situe cette rupture forte dont vous nous parlez? À moins que quelque chose nous ait échappé ou que nous ayons mal interprété ce que nous avons lu dans le document, nous n'avons pas trouvé cette rupture, pourtant revendiquée. Nous avons constaté avec étonnement, pour ne pas dire stupeur, qu'alors qu'elle constitue le socle même de l'existence de la collectivité départementale, vous ne placez pas les solidarités dans vos priorités. Pourtant, vous savez combien ce secteur, en particulier tout ce qui touche à l'aide à la personne, à l'accueil des enfants, est aussi porteur de création d'emplois et d'emplois non délocalisables. Vous dénonciez par le passé notre politique d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. L'occasion vous est donnée pour en changer. Décrivez-nous dans vos textes ce que vous ferez demain. Vous nous avez rassurés par vos propos forts il y a quelques instants. Nous regrettons que cela ne figure pas de façon plus explicite dans le texte, mais nous prenons acte de vos paroles. Alors, rupture. Allez-vous abandonner la rigueur de gestion qui était la marque de fabrique de l'équipe précédente? À l'évidence, non. Vous la brandissez en étendard. Nous vous avons écouté. Vous avez repris, en d'autres mots, le fondement de d'août 2017, égalité entre les hommes, égalité entre les territoires. Là encore, pas de rupture. Nous observons, et nous ne pouvons que nous en réjouir aussi, que vous vous inscrivez dans la pause fiscale que nous avons initiée. Nous observons encore, et cela nous semble sage, que vous allez porter une attention particulière à la gestion des dépenses d'administration. Nous avions cette attention depuis longtemps, et toutes les mutualisations liées à la commande publique, l'optimisation du contrat avec le CNFPT pour la formation de nos agents y contribuait et allait dans ce sens. En revanche, nous tenions à une information régulière des habitants du Doubs et revenir sur la fréquence de publication de vues du Doubs nous semble de nature à éloigner les citoyens de la démocratie et les déconnecter encore davantage de l'action des élus et de ses traductions très concrètes dans leur quotidien.
Nous observons que vous poursuivrez la politique de restructuration et de modernisation des collèges, qui, grâce à notre action volontariste, touche à son terme. Vous ajoutez le projet d'investissement sur notre réseau routier, et nous devons reconnaître qu'après la mise en service de la LGV et de l'Eurovéloroute, infrastructure nouvelle et porteuse de développement économique et touristique, nous avions préféré nous limiter aux dépenses d'entretien d'un réseau routier déjà bien développé sur notre territoire. Là oui, il y a rupture. Hormis ce domaine, nous y reviendrons au cours du débat, mais j'ai beau chercher, la rupture proclamée, je ne la vois pas tant dans la gestion décrite. Sauf si l'augmentation de 20% de la dotation de fonctionnement à la Saline Royale d'Arquestan doit se faire au détriment des associations de proximité qui, avec des bénévoles qu'il convient d'encourager, se démènent pour apporter du mieux vivre là où c'est nécessaire, et ce mieux vivre passe entre autres aussi par un accès à la culture. Sauf aussi sur un point qui fait l'objet d'un rapport en commission permanente, le retour à la gratuité des logements de fonction, y compris des charges pour l'un d'entre eux. Pour le maire de Vougeaucourt que je suis, qui s'évertue parfois sans succès à trouver des solutions de relogement à des locataires contraints de déménager pour permettre la requalification d'un quartier d'habitat social, c'est vraiment difficile à envisager. Imaginez que certains des habitants, en particulier allocataires du RSA, ne peuvent intégrer un logement dans l'immeuble d'en face, dont le loyer est un peu plus élevé, au motif que ce n'est pas tenable dans leur budget avec une APL qui plafonne à 270 €. Je vous avoue que votre choix, certes légal, me consterne au regard des difficultés de certains des habitants du Doubs, au regard aussi de l'injustice criante qui l'illustre et qui contribue au discrédit de la classe politique et au vote extrême que nous combattons pareillement. De plus, alors que vous persistez à dénoncer et souligner un contexte difficile, qui avait d'ailleurs justifié votre augmentation de la taxe sur l'électricité au motif que la collectivité ne pouvait se permettre de renoncer à une recette évaluée à 80 000 €, c'est sans doute près du quart de cette somme à laquelle vous renoncez pour ces deux ménages qui pourraient tout à fait honorer le paiement d'un loyer. C'est bien une rupture avec notre mode de gestion, mais celle-ci ne nous paraît ni saine ni vertueuse. Oui, vraiment, ce type de décision préfigure ce que sera demain la politique que vous conduirez dans la... Si ce type de décision préfigure ce que sera demain la politique que vous conduirez dans le cadre de la rupture annoncée, alors cette rupture est bien là. Il y aura rupture avec l'équité, rupture avec la rigueur et rupture de cohérence. Je conclurai mon propos, Madame la Présidente, en répétant que nous partageons avec vous pleinement l'évidence suivante. Le budget est un outil qui permet de traduire en actes la vision politique qui décline un programme au service des habitants et du territoire. Or, c'est précisément ce projet politique qui fait défaut aux orientations budgétaires dont nous débattrons tout à l'heure, en tout cas telles qu'elles figurent dans le document que vous nous avez fait parvenir et avant de le compléter dans vos propos. Madame Vodet, merci pour l'ensemble des propos que vous avez tenus. Je ne peux pas souscrire, bien entendu, à tout ce qui a été dit et je crois que je ne vais pas poursuivre là. Nous nous exprimerons les uns et les autres en réponse, je pense, par rapport au rapport sur la Cour des comptes et puis sur les orientations budgétaires, puisque c'est l'objet même de notre séance. Donc, pour ma part, je ne répondrai pas directement. Il y a d'autres demandes de parole, par contre. Madame Nevers. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, permettez-moi de faire une focale succincte sur les solidarités. De même qu'elle constitue le cœur de nos missions, la Chambre y consacre une part importante de ses observations. Lorsqu'elle écrit, je cite, « Rejetant toute approche quantitative de distribution d'allocations, le département recherche l'autonomie de la personne en organisant davantage la transversalité de ses interventions. Elle traduit bien ce que nous avons voulu construire, une politique sociale qui permette à nos concitoyens les plus fragiles de retrouver autonomie et dignité. Le partenariat construit avec Pôle emploi sur l'accompagnement global des chômeurs, la mise en place des CEPOM, permettant en même temps
de solvabiliser et d'organiser le maintien à domicile des personnes âgées sur tout le territoire, la mise en place de l'aide à la pierre pour la création de places d'accueil en EHPAD, le partenariat avec la Chambre des notaires pour mener à bien les récupérations possibles sur les successions sont autant d'exemples non exhaustifs de cette démarche visant une amélioration concrète et novatrice du service rendu tout en limitant les dépenses. Quelques exemples soulignés par la Chambre témoignant de la qualité du service rendu. Le rattrapage exceptionnel en matière de places d'accueil de personnes handicapées avec 185 places créées depuis 2005. L'accélération de l'offre d'hébergement en faveur des personnes âgées. 500 places nouvelles et 1270 places rénovées grâce à notre programme d'aide à la pierre. Un de nos anciens collègues, Louis Cunin, nous reprochait même d'en faire trop. Il n'est pas sûr que lorsqu'on aura tout créé, il y aura encore assez de personnes pour aller dans les maisons de retraite, disait-il. Hélas, la Chambre relève que le Doubs reste encore en dessous de la moyenne nationale. Le partenariat avec Pôle emploi, une politique dynamique d'insertion, un meilleur recouvrement des indus ont permis d'avoir une évolution du nombre d'allocataires RSA et des dépenses brutes d'allocation inférieures à la moyenne nationale. C'est un enjeu majeur car, comme le rappelle la Chambre, les allocations au titre du RSA socle constituent le premier facteur de hausse des dépenses totales départementales de fonctionnement entre 2010 et 2014. Une stabilité du nombre d'enfants accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance grâce à une politique active de prévention. Cette amélioration du service apporté à la personne s'est faite avec une exigence, contenir la dépense. Ainsi, la Chambre constate que le Doubs dépense en moyenne par habitant 6% de moins que la moyenne des départements métropolitains, qu'il stabilise à partir de 2013 les dépenses enfance-famille et parvient même à diminuer en 2014 les dépenses consacrées aux personnes handicapées. Évidemment, seuls des efforts de gestion significatifs ont pu aboutir à ce résultat. Je vous citerai notamment le renforcement des récupérations de l'aide sociale facilité par la convention signée avec la Chambre des notaires, l'effort croissant d'encadrement de la tarification des prix de journée en établissement, nécessaires pour contenir les dépenses d'aide sociale à l'hébergement. Au travers des solidarités, le rapport de la Chambre me paraît bien mettre en évidence ce que nous avons engagé dans toutes nos politiques, l'évaluation, l'innovation et l'expérimentation au service d'une recherche permanente de l'efficience. Je vous remercie. Juste une petite correction avant qu'on rentre dans le débat propre concernant l'investissement, ma chère collègue Martine Voidet. Je ne crois pas qu'on diminuera de 50%. Je rappelle juste les chiffres donc, de 2010 à 2015, pendant la période hors dette, donc la moyenne d'investissement était de 91,2 millions d'euros. Et ce que nous proposons, parce que vous avez pris le chiffre le plus petit, 320, or nous avons annoncé 320 à 350 millions, donc c'est déjà pas 320 millions, et le delta est de 64 à 70 millions d'euros, donc nous sommes loin d'être à la moitié d'investissement de ce que vous avez annoncé tout de suite. Je voulais juste remettre un petit peu de l'ordre dans les chiffres, puisque nous sommes ici dans la rigueur qui est la nôtre et que nous partageons d'ailleurs. Monsieur Fagot. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, chère Madame Voidet, Madame Nevers, moi je voudrais apporter quand même quelques éléments de réponse au discours que vous avez pu tenir. Alors effectivement, vous êtes dans le jeu de la minorité, donc c'est tout à fait légitime que vous teniez ce discours-là. Et puis effectivement, on commence à prendre l'habitude avec votre fonctionnement sur des phrases un petit peu toutes faites, et ça on commence à s'y faire. Néanmoins, je trouve que vous êtes rentré quand même, et vous entrez pleinement dans un autosatisfecit de votre mandature.
législature. Vous avez un petit peu parlé donc du rapport de la Chambre régionale des comptes, vous avez parlé un petit peu des orientations budgétaires, débat que nous aurons prochainement hein, sur les points qui arrivent. Néanmoins, on ne peut s'arrêter quand même sur le rapport de la Chambre des comptes qui montre que l'encours de la dette a été multiplié par 13 en 10 ans, que la baisse de l'épargne brute a été faite de 40%, que la baisse de l'investissement sur la voirie a également été opérée. Donc tout cela, nous ne pouvons pas le nier, puisque vous le savez très bien et vous l'avez reconnu vous-même, que le département rentre dans des contraintes budgétaires qui nous sont effectivement liées et imposées par le gouvernement actuel et sont des engagements en direction de toutes les collectivités. Néanmoins, par rapport à tout cela, je crois qu'il faut qu'aussi vous preniez un petit peu connaissance que le département de 2016 n'est plus le département de 2004. Qu'il y a un contexte législatif qui a évolué, que ce contexte législatif, que ce soit avec la loi MAPAM de janvier 2014, que ce soit avec la loi NOTRe d'août 2015, que ce soit avec le regroupement ou avec le nouveau découpage donc des périmètres au niveau des EPCI, ça, la collectivité départementale ne peut pas s'y soustraire, et en tout cas, nous sommes contraints de le faire effectivement. Donc je crois qu'il faut prendre un petit peu plus de hauteur dans le discours, je crois qu'il faut faire un petit peu preuve de plus de discernement, et effectivement, sur les propos que Madame la Présidente a pu tenir en préambule, je crois que nous avons affaire là, avec la majorité, à une cohérence autour des solidarités humaines et territoriales, avec notamment 2 points qui sont majeurs, qui, 1, est le réalisme financier, et 2, le volontarisme politique. Donc, dans ces principes qui sont évoqués, je crois que derrière, nous allons travailler ensemble, et Madame la Présidente l'a dit très clairement avec vous, puisque la minorité sera reçue prochainement par la Présidente et les présidents de commission, pour que derrière, dans le cadre du projet départemental, nous fonctionnions avec plus d'efficience, avec quand même un seul objectif, qui est quand même l'intérêt général au service des habitants du Doubs. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues. Donc, j'ai également lu avec une attention toute particulière le rapport de la Chambre régionale des comptes ainsi que votre réponse. Donc, je note que vous avez un souci d'objectivité puisque vous donnez globalement quitus à la gestion précédente. Néanmoins, alors lorsque je vous cite et que je reprends également les propos de M. Fagot, vous déplorez que le stock de dette soit passé en 10 ans seulement de 20,2 millions d'euros en 2004 à 274,4 millions d'euros à la fin 2014. Je dois vous avouer que ce chiffre m'a interpellée. Nouvelle dans cette assemblée, j'ai cherché à comprendre. Et je sais qu'on peut faire dire tout et son contraire à des chiffres si on ne les replace pas dans le contexte. Pour ce faire, j'ai décidé de comparer le département du Doubs avec les 7 autres départements de notre région. J'ai ainsi découvert qu'avec 519 € par habitant, le Doubs avait l'endettement le plus faible des départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Puisqu'il en est par ailleurs beaucoup question, il aurait été également pertinent de disposer dans le rapport d'orientation budgétaire de la capacité d'autofinancement. Je constate que le Doubs dispose d'une capacité d'autofinancement de 118 € par habitant, soit une moyenne supérieure à celle des départements de la même strate qui est de 102 €. J'en ai enfin profité pour vérifier la place du Doubs concernant le taux sur le foncier bâti. Là aussi, notre département est avec le territoire de Belfort, celui à la fiscalité la plus faible, 18,08% contre 21% en Côte d'Or. Madame la Présidente, chers collègues, vous pouvez constater comme moi que le Doubs a été bien géré et que malgré les contraintes budgétaires qui se sont accumulées au cours des années, les grands équilibres financiers de la collectivité ont été préservés. Madame la Présidente, Monsieur Fagot, vous parlez de surendettement. Moi, je pense qu'il s'agit plus exactement d'investissement. Des investissements mobilisés au service de nos concitoyens à travers de grands projets pour réhabiliter et construire des collèges, des maisons de retraite, des structures d'accueil pour jeunes enfants, soutenir les projets communaux et intercommunaux, entretenir nos routes, réaliser le très haut débit pour tous, sans oublier la ligne LGV. Des investissements aussi pour permettre le développement économique et l'attractivité du territoire. Des investissements, enfin,
qui permettent de faire travailler les entreprises des BTP et de créer des emplois. Madame la Présidente, notre rôle d'élu est bien de préparer l'avenir de notre département, de travailler à l'intérêt général et de donner accès à un maximum de services à nos concitoyens. Force est de constater que c'est bien ce qui a été engagé. Madame la Présidente, je ne souhaiterais que l'on ne cache pas un manque d'ambition derrière une soi-disant lutte contre un surendettement qui n'existe pas. Merci Madame la Présidente. Je reviendrai naturellement sur les différents points que vous avez évoqués. Je voudrais, puisque nous sommes encore dans le débat général, évoquer la tonalité que vous donnez à cette session. Elle me surprend énormément. Vous savez combien j'ai le sens de la nuance. Et là, j'en manquerai sûrement totalement après avoir entendu ce que j'ai entendu. Votre discours, Madame la Présidente, est un beau monument de langue de bois. Vous savez ce que c'est, la langue de bois? C'est celle qui n'a aucune prise sur le réel, qui raconte une autre histoire avec laquelle, compte tenu des évidences qu'il comporte, on ne peut qu'être d'accord. Je vais vous donner quelques exemples. Vous nous reprochez tous les maux, à la fois d'avoir fait trop d'endettement. Je remercie Magali Duvernois de vous avoir déjà apporté un certain nombre d'éléments. Enfin, elle n'était pas là et elle ne peut pas être accusée d'avoir été jugée partie. Elle a fait l'effort d'aller regarder les choses dans leur réalité concrète, ce que vous auriez dû faire, Madame la Présidente, et que vous n'avez pas fait. Vous vous êtes laissé porté par des slogans que votre cabinet vous a préparés. Quant à votre vice-président, j'ai envie de lui demander, mais comme on disait en mai 68, mais d'où parle-t-il? Qu'a-t-il démontré pour se permettre de porter de tels jugements définitifs et nous donner des leçons, comme chaque fois d'ailleurs, et là pour nous dire, mais nous, par différence avec vous, j'ai noté ces propos, nous avons une cohérence. Je comprends que nous n'avions aucune, mes chers collègues. Nous avons un réalisme financier. Je comprends que nous étions, depuis le début, depuis 2004, à côté des réalités. Et enfin, nous avons, nous, un volontarisme politique, comme si nous n'en avions jamais eu. Tout cela est évidemment assez lamentable, parce que nous sommes dans la caricature, cette caricature que j'ai combattue dans cette enceinte pendant 11 ans, et je n'ai pas envie de la retrouver. Voyez-vous, la langue de bois, ça consiste aussi à faire croire à des réalités qui n'existent pas. Quand, par exemple, vous osez dire « je vais engager », et Martine Voidet l'a bien démontré, la collectivité dans une démarche de rupture. Vous donnez 2 exemples à cela. Je les reprends. D'abord, vous dites on va réduire les dépenses d'administration. Mais où est la rupture? C'est ce que nous n'avons cessé de faire. Ou alors, Madame la Présidente, lorsque vous étiez ici, le réel, oui, vous a échappé. Deuxième exemple que vous donnez, mais on va diminuer les dépenses de fonctionnement pour augmenter les dépenses d'investissement. Alors, comment être en désaccord avec une telle pétition de principe, alors même, au passage, il faut le redire quand même, votre première décision connue, c'est d'augmenter une dépense de fonctionnement au profit de la Saline Royale d'Arquestan de 20%. Je pense que quand on parle de cohérence, elle s'exprime aussi ainsi. Réduire les dépenses d'administration, la confiance, vous dites, n'exclut pas le contrôle. Sous-entendu, cela n'a pas été fait avant, et lorsque vous donnez l'exemple du RSA, là nous sommes complètement dans l'imposture. C'est laisser à croire que la gestion précédente n'a engagé aucun contrôle et qu'on aurait
distribuer le RSA à tout va, ainsi, sans nous préoccuper de savoir si les bénéficiaires étaient dans la justification nécessaire. Ce n'est pas acceptable. Vous êtes dans la politique de l'insinuation, et ça, je ne peux pas l'accepter. Le minimum d'honnêteté intellectuelle, et je pèse mes mots, eût été, Madame la Présidente, dans votre propos liminaire, et je suis désolé de vous le dire, de reconnaître que cette gestion avait été frappée au cours des 11 dernières années, avait été frappée du sérieux, de la rigueur et de l'engagement. Vous vous seriez grandi en le reconnaissant, au lieu d'essayer de vous engager dans des procès d'intention qui n'ont pas lieu et qui, de plus, nous allons le voir ligne par ligne, si vous voulez. Et moi, je suis prêt à passer la journée ici avec vous, si besoin est. Nous allons voir que ça ne résiste pas à l'analyse du réel. Alors, bien sûr, on peut continuer ainsi à se laisser aller au slogan politique. Moi, je ne veux pas qu'au slogan tout fait, je ne veux pas que cette Assemblée devienne ce que l'on peut connaître aussi dans d'autres collectivités. Et ce n'était pas la marque de fabrique du Conseil général. Je ne souhaite pas que ce soit celle du Conseil départemental. En tout cas, tant que je serai ici, je ferai en sorte qu'on essaye d'aborder les questions dans leur réalité et non pas autour de procès d'intention qui sont tellement éloignés des préoccupations de nos concitoyens. Et lorsque vous parlez de rupture et que Madame Voidet évoque des pratiques d'avant 2004, c'est nous, en effet, qui avions fait la rupture avec ces pratiques. Alors, je vous en supplie, ne nous donnez pas des leçons, elles ne sont vraiment pas de mise. Pierre Simon. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, eh bien, notre collègue Claude Jeannereau a commencé son propos en disant que pour une fois, il n'aurait pas le sens de la nuance, et effectivement, il ne nous a pas déçus. Et je dois dire qu'en matière de langue de bois, c'était aussi une intervention qui, comme il l'a dit, n'était pas en prise avec le réel et racontait une autre histoire que celle que nous vivons. La séance d'aujourd'hui est consacrée évidemment à deux rapports qui finalement se répondent, l'un étant le rapport de la Chambre régionale des comptes et l'autre les orientations budgétaires pour 2016. L'un fait état de la gestion passée et l'autre nous permet de nous projeter sur les années à venir. Et je crois que c'est ça qui est important, parce que ce que vous faites, chers collègues de la minorité, par rapport au rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est effectivement de souligner les bons points de la gestion précédente, parce qu'il y en a, et c'est bien normal de votre part de les souligner. Je pense que la réalité aurait été aussi de pointer des erreurs qui ont sans doute eu lieu pendant les années qui ont précédé. Aurait été aussi intéressant de pointer de votre part ce que vous auriez pu faire différemment, ce qui a conduit les électeurs à aboutir aux élections de mars 2015, parce que si tout était si merveilleux, pourquoi n'êtes-vous pas aujourd'hui en état de continuer la gestion qui était la vôtre? Voilà, la réalité des choses, c'est de dire qu'effectivement, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a sans doute des choses qui ne l'ont pas été également. Je ne reviendrai pas sur les propos de la présidente disant effectivement que nous allons marquer une rupture, notamment sur la gestion du département. Je voudrais revenir sur la question de la fiscalité. Effectivement, c'est la première orientation qui marque notre débat d'orientation budgétaire 2016. C'est la priorité numéro 1, non pas pour l'année à venir, mais pour les 6 ans à venir. C'est un engagement fort qui sera dur à respecter. Et il part d'un constat qui est que la situation des habitants du département ne supporterait pas une augmentation de la fiscalité. Alors vous avez, Madame Voidet, parlé de la taxe sur l'électricité. Vous savez très bien que ce n'est pas nous qui avons décidé de modifier le taux. C'est la loi qui nous imposait de modifier le taux de la taxe sur l'électricité. Nous étions dans l'obligation de le faire et de choisir entre une baisse et entre une hausse. Et on n'avait pas la possibilité de le maintenir au taux qui était le taux précédent.
si ça avait été la possibilité, nous l'aurions fait avec plaisir, j'en suis sûr, parce que ça aurait permis d'entamer effectivement la rupture fiscale que l'on vous présente aujourd'hui. Alors, le département d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans, effectivement. La collectivité que l'on doit construire est une collectivité nouvelle. Et effectivement, c'est ce que je disais à la dernière séance publique, et c'est ce qu'a souligné notre collègue Ludovic Fagot. Le contexte financier, budgétaire, le contexte législatif a totalement modifié la donne. Et alors on peut parler de l'acte 2 de la décentralisation, de réforme fiscale passée, d'un contexte économique, mais effectivement il faut parler aussi de la loi NOTRe, de la loi Payon, de la réforme des finances. Tout ça nous est contraint, tout ça nous force à construire quelque chose de nouveau. Et moi je salue le fait que la présidente reçoive tout le monde dans la construction du projet dont la première étape sera le budget de 2016. Et je pense que 2016... on doit tout construire en 2016 pour que le département existe et se défende les années suivantes. Et il faut que dès 2016, on se fixe le cap de ce que l'on veut comme un département moderne, solidaire et innovant demain. Je crois que sur les solidarités, vous avez rattrapé votre propos, cher collègue Martine Voidet, parce que je crois que aujourd'hui, on est dans un débat d'orientation budgétaire, donc effectivement, on parle beaucoup de finances. Mais le discours de la présidente a été très fort sur la question des solidarités. Donc, effectivement, prenons acte de ces engagements qui marquent la volonté de la majorité d'être très actifs sur les solidarités qui sont la compétence première de notre collectivité. Et puis, vous n'avez pas l'impression de noter une rupture, ou en tout cas, vous nous accusez d'avoir une rupture qui soit finalement dans les pratiques. Alors là, permettez-moi de ne pas être d'accord. Nous nous appliquons chaque jour à exercer les mandats de la façon la plus éthique possible, à exercer notre mandat en étant au plus proche des habitants, au plus proche des services qui travaillent, en étant le plus cohérent possible, le plus équitable possible, le plus rigoureux possible. Vous pointiez ces ruptures-là, et je pense qu'elles vont plutôt dans un sens positif, et vont plutôt nous aider à construire le département de demain, loin de critiques du passé qui aujourd'hui ne sont plus pertinentes. Je vous remercie. Madame Branger. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, moi j'ai pu noter quand même que le ton de Monsieur Jeanneraud était quand même un peu présomptueux. Parce que vous l'attendiez, je pense, ce rapport de la Cour des comptes. Et vous en êtes très fiers, comme peut l'être un certain nombre de membres de des personnes qui vous soutiennent et un certain nombre de vos collègues ici. Mais si vous avez pu déclarer que vous avez tenu le cap pendant toutes ces années au profit notamment des habitants du Doubs et au bénéfice de ceux-ci, ben, il est quand même vrai que vous avez poursuivi une politique depuis 2004 qui n'a pas été celle que vous décrivez, parce que certes nous avons pu constater un ressaisissement entre 2011 et 2014 et aujourd'hui nous examinons le rapport de la Cour des comptes qui porte sur cette période, mais j'aurais aimé que l'on puisse examiner également les années précédentes, celles qui porteraient sur vos 11 années de mandat. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas cet examen, parce que cet examen aurait pu révéler que ce n'est pas tout à fait ce que vous nous dites aujourd'hui. Alors, même si vous avez été amené à redresser la barre ces dernières années, suite au contexte crise, cela ne m'empêche pas d'affirmer que votre gestion durant toutes ces années précédentes a été plus que dispendieuse. Et sans doute,
nous n'examinerions pas peut-être le rapport de la Cour des comptes, mais peut-être aussi que la gestion financière serait assurée par la préfecture. Parce que vous qui dénonciez en 2002, par exemple, que l'investissement était trop faible alors qu'il portait sur pratiquement 35% du budget, eh bien, malheureusement, en 2004, il n'est plus que de 18%, alors que le budget, lui, a progressé de pratiquement 50%. 46% exactement. Vous avez même bénéficié pendant toute une période, sur les années 2006, 2007, 2008, de ressources fiscales, tant sur les bases que sur les taux, d'un niveau bien supérieur à d'autres départements. Donc des ressources importantes, mais un investissement qui baisse. Alors certes, vous avez eu l'effet de ciseau, été obligé de vous contraindre à faire des économies, mais ce que l'on peut sanctionner aujourd'hui, ce n'est pas la gestion financière des services du département, c'est bien la politique que vous avez menée pendant toutes ces années, et ce sont bien vos électeurs qui vous ont sanctionné avec les élections du mois de mars. C'est bien la politique que vous avez menée. Les chiffres sont têtus, vous savez. Quand vous disposez d'une marge considérable et en même temps que vous augmentez la dette, alors j'ai noté les propos là tout à l'heure, formidable période d'investissement, un surendettement qui n'existe pas, une dette qui a augmenté, oui, mais pour un investissement qui a été en baisse constante depuis 2004. Si vous voulez, je peux même vous rappeler les chiffres année par année, que ce soit en recettes, en dépenses, en épargne brute et chaque année vous aurez c'est très démonstratif, hein, il n'y a pas besoin de nous faire des grandes envolées. Alors vous nous reprochez un monument de langue de bois. Moi, je pense que vous êtes au-delà de la caricature. Et si vous voulez aller sur un point de détail, moi aussi, je peux y aller. Hein. Madame Chavet. Madame la Présidente, Monsieur Jeanneraud, vous parlez d'indus, de la gestion, et Madame Voidet, vous parlez de la gestion des indus, et effectivement, à l'heure actuelle, cette gestion existe. Mais compte tenu de l'augmentation du RSA, il me semble qu'à l'heure actuelle, il faut aller plus loin. Cela ne suffit plus. Il faut aller en amont et ne plus parler de gestion des indus, mais les prévenir. Vous parlez de contrôle du RSA. J'ai pris, lors de ma prise de fonction, je n'ai pas trouvé justement de véritable contrôle de ce RSA, de gestion, de contrôle de ce RSA. Et puis, d'autre part, nous connaissons à l'heure actuelle un nombre croissant de personnes qui perçoivent le RSA, dû effectivement à ce que nous avons dit, à la crise qui nous touche. Mais le suivi de ces personnes qui perçoivent le RSA n'est pas assez performant. Il faut le renforcer. Et donc, nous souhaitons le faire pour redonner un sens à ce revenu de solidarité actif pour ceux qui le perçoivent, mais aussi